Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas. C'est bien un texte féroce et décapant que nous allons aujourd'hui aborder, un texte commenté à de très nombreuses reprises, un texte très connu qui pourrait s'envisager comme un portrait haut en couleur et qui pourrait aussi s'envisager comme la quintessence de ce qu'on appelle aujourd'hui le classicisme. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, le classicisme, c'est quoi? J'en sais rien, ouais. Eh bien, le classicisme, c'est un mouvement artistique montrant la clarté, l'ordre, l'épure, dans un monde clair, intelligible et régi par Dieu. Ses représentants, Mozart en musique, Raphaël en peinture, le nôtre, jardinier du roi de Louis XIV, qui a conçu l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles, bien net, beau et délimité. En littérature, vous aurez des écrivains comme La Fontaine, Racine, Corneille, Molière, Madame de Lafayette et La Bruyère, donc. D'accord. Des auteurs très différents, donc, mais des auteurs, quels que soient les genres qu'ils ont choisis, théâtre, poésie, roman, etc., et quelle qu'ait pu être leur sensibilité et personnalité, des auteurs qui étaient d'accord sur plusieurs grandes idées communes, comme laisser une grande importance à la morale et à la raison, car oui, parfois nos amours, nos passions et nos illusions peuvent être de très mauvaises conseillères, et retrouver aussi une pureté de forme dans le style, ou en tous les cas une certaine clarté. Vous n'entendrez jamais des phrases comme Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. vous l'avez compris, ce cahier des charges est complètement respecté dans les caractères de la Bruyère, qui est un grand livre de mœurs et classique de bout en bout. Un grand livre classique donc, où la question de la comédie sociale bat son plein, chaque portrait du livre évoquant un caractère se plaisant trop souvent à se mettre en scène et à préférer, hélas, le paraître et l'image que l'on renvoie. Je n'y comprends rien. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout ça n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entre-matière, vous devez très certainement vous dire, oui, bon d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait est-il lu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux texte de la cour expliquant la manière dont les courtisans et courtisanes se rendaient dépendants du paraître dans la cour de Versailles. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? Allez, on se lance. On y va, on s'élance, on tente sa chance. Ceux qui habitent ces contrées ont une physionomie qui n'est pas nette. C'est en ces termes singuliers que la cour du roi Louis XIV est évoquée, avec toute la distance et l'ironie d'un narrateur se plaisant à décrire avec distance une peuplade aux allures lointaines et étrangères, alors même qu'il s'agit des courtisans et courtisanes du temps de la Bruyère. Publié pour la première fois en 1688 par Jean de la Bruyère, Les Caractères est une œuvre atypique, reflétant dans des portraits tout à la fois féroces et sans concession, un miroir déformant des vices d'une société se complaisant trop souvent au jeu factice et un peu vain de la comédie sociale. Le portrait qui nous intéresse dans cette étude est celui de la cour. Une cour composée de vieux et de jeunes, d'hommes et de femmes, mais aussi de personnes issues du peuple ou bien de personnes venant de la noblesse. Cette assemblée se faisant du peuple vers le roi avec un réel souci de classification allant par âge, puis par sexe, puis par proximité du roi, montre qu'au sommet de cette pyramide sociale se trouve le roi, au-dessus duquel trône Dieu. On peut néanmoins s'interroger du vrai Dieu de ce drôle de peuple, les courtisans et courtisanes de Versailles. S'agit-il réellement du Dieu judéo-chrétien ou bien du Dieu de l'apparence et de la superficialité? Pour une meilleure fluidité dans mon explication, je découperai le texte en 4 axes. Le premier pourrait s'intituler Le ridicule des jeunes hommes courtisans, de L'on parle d'une région jusqu'à De l'eau forte. Le deuxième pourrait s'intituler La superficialité des courtisanes, allant de Les femmes du pays jusqu'à Ne pas se montrer assez. Le troisième pourrait s'intituler La physionomie de cette cour qui a sacrifié le naturel au profit des apparences, de Ceux qui habitent cette contrée jusqu'à Les hommes et leur visage. Et le dernier, enfin, pourrait s'intituler Le rapport qu'entretient cette cour avec son roi, seul vrai Dieu apparent lorsqu'ils sont à l'église, sur tout le reste du texte.
Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Mais enfin, n'exagérons rien. Maintenant, il vous reste quand même l'explication linéaire à faire. Après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Eh bien, on n'oublie pas de bien appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explicationnaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation, go! 1, 2, 3, partez. Dès les premières lignes, l'impression qui semble se dégager du texte est la dimension critique qu'adopte le narrateur vis-à-vis des jeunes courtisans. Sur quels critères objectifs puis-je affirmer cela? Eh bien, le premier critère, selon moi, est le positionnement du narrateur. Ce dernier, effectivement, n'hésite pas à prendre dans son passage une vraie distance critique à l'égard de ses sujets, en utilisant notamment des énumérations pour mieux mettre en évidence un champ lexical de la débauche, un champ lexical particulièrement mis en lumière par des hyperboles et des métaphores. Le pronom personnel « on », visible à 2 reprises, évite sans doute un jeu qui aurait peut-être trop impliqué la Brière lui-même, fin connaisseur de ce milieu puisque lui-même en faisait partie. Quant à l'emploi d'une région, il fait croire de façon satirique que l'on a ici affaire à un peuple loin de chez nous, alors qu'il s'agit bel et bien des courtisans contaminant la cour de Versailles. Cette mise à distance, sans nul doute, va contribuer à mieux critiquer les jeunes courtisans. Une critique d'autant plus acerbe qu'on les oppose de façon antithétique à ces vieillards galants polis et civils qui, eux, au moins savaient se tenir. Les nombreuses énumérations, dures, féroces, sans mœurs ni politesse, des repas, des viandes et des amours ridicules, participent, comme nous l'avons vu, à créer un champ lexical de la débauche, s'enivre, débauche, amplifié par les hyperboles, trop, toutes et les plus violentes. Dans ce contexte, on n'en appréciera que mieux la métaphore, goût déjà éteint par des eaux de vie, comme si les excès de ces gens étaient un feu qui les consumait de l'intérieur, un feu excessif qui ne pourrait être éteint que par un autre excès encore plus fort, par toutes les liqueurs les plus violentes. Pourquoi de tels effets? À cet instant du portrait, nul doute que le narrateur souhaite d'emblée brusquer son lecteur pour mieux l'inciter, dans une vraie visée polémique, à le faire réfléchir sur les dangers de l'outrance et du besoin compulsif de vouloir plaire à tout prix. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui. Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous paraîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors, on y retourne. Deuxième axe. 1, 2, 3, partez. Dans le deuxième axe, il me semble que le portrait poursuit sa veine satirique et polémique en critiquant les excès des courtisanes. Les excès, selon moi, sont montrés avec les mêmes procédés que ceux précédemment évoqués. Goût prononcé du narrateur à prendre de la distance avec ses sujets, il y est toujours question d'évoquer un supposé peuple avec les femmes de ce pays, que l'on pourrait croire très éloigné de nous, mais aussi exploitation explicite de l'énumération pour mieux mettre en évidence la superficialité, avec des termes comme peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils, leurs épaules, leurs gorges, leurs bras et leurs oreilles. Je suis une mocheté. Mais c'est pas vrai, t'es jolie comme un cœur de veau. On notera néanmoins un procédé nouveau qui se généralisera dans les axes suivants, une débauche de propositions subordonnées relatives qui permettent de dévaloriser ce qui vient de se décrire. On le voit par exemple nettement avec le terme « des artifices » qu'elles croient servir à les rendre belles, et leurs épaules qu'elles étalent, signe de surplus et de volonté de montrer. T'es ridicule. On l'aura compris, personne n'est épargné dans ce portrait, ni les hommes, ni les femmes, et encore moins la manière dont ce beau monde cherche à se parer pour essayer de se faire bien voir. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Dans le troisième axe, c'est à la physionomie de cette cour qui a sacrifié le naturel au profit des apparences que le narrateur s'attaque. Là encore, ce sont les mêmes procédés déjà expliqués qui vont être mis à l'honneur pour critiquer les exagérations de cette cour. En l'occurrence, goût prononcé du narrateur à prendre la distance avec ses sujets, il est toujours et encore question d'évoquer un supposé peuple avec ceux qui habitent cette contrée que l'on pourrait croire très éloignés de nous. Exploitation explicite de l'énumération pour mieux mettre en évidence la superficialité, avec des termes comme « n'est pas nette, mais confuse, embarrassée », mais aussi débauche de propositions subordonnées relatives qui permettent de dévaloriser ce qui vient de se décrire. On le voit nettement avec des termes comme « qui n'est pas nette », véritable litote sous-entendant que ces gens-là sont flous et mal assortis, qu'ils préfèrent au naturel et dont il faut un lentissu pour couvrir leur tête.
On notera d'ailleurs dans cette dernière expression, allant issue pour cuire leur tête, une périphrase ironique pour mieux évoquer une perruque et rappeler ainsi tous les artifices auxquels sont prêts ces courtisans pour respecter des codes vieillots et ridicules. C'est quelqu'un qui a toujours frisé le lamentable et qui est toujours resté dans le ridicule. Toujours. C'est que de la beauté. Dans le quatrième et dernier axe, enfin, il me semble que le narrateur se plaît avec la même ironie à montrer les rapports ambigus qu'entretiennent ces courtisans avec leur dieu et leur roi. Cette distance ironique, je l'aperçois toujours par le champ lexical géographique déjà évoqué, associant ces courtisans à une peuplade lointaine et au rite extrêmement bizarre. Ces mêmes propositions subordonnées relatives, laissant toujours croire que ce qui vient d'être dit n'est peut-être pas vrai, comme la phrase « un prêtre célèbre des mystères » qu'ils appellent saint, sacré et redoutable. Comment effectivement croire au sacré de ces rituels lorsque l'on sait la superficialité de ces mêmes gens, toujours vampirisés et obsédés par l'image qu'ils renvoient? Et pour ce qui est de leur rapport à Dieu, impossible de ne pas voir le champ lexical de la religion. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Le champ lexical de la religion, je peux le voir dans les termes comme Dieu, temple, église, temple, autel consacré, Dieu, prêtre célèbre, mystère, autel, mystère, face élevée, esprit, prêtre, saint. On comprend néanmoins très vite que ce rapport à la religion est biaisé. Pourquoi de tels propos? Le parallélisme de construction visible dans le terme « car ce peuple paraît adorer le prince et le prince adorer Dieu » montre que ces hommes et femmes ne viennent pas tant dans une église pour prier Dieu et se recueillir, mais pour voir le roi, plus idole que roi, dirais. Ce procédé montre ainsi à quel point ce peuple s'est complètement laissé dévoyer, prêt à tous les compromis, toutes les bassesses pour plaire à celui qui a le pouvoir de vie ou de mort sur eux. Et ce pouvoir, assez ironiquement là encore, n'est pas détenu par Dieu, mais bel et bien par le roi. Oh, ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi. À la lecture de ces dernières lignes, on n'en comprend que mieux la triple visée de l'auteur lors de la rédaction de ce portrait. Une visée didactique montrant de façon assez clinique et froide l'état des lieux d'une cour qui a absolument tout sacrifié pour plaire à son roi. Une visée satirique montrant un regard distancié, ironique et souvent moqueur à travers les nombreux procédés évoqués dans les axes qui précédaient. Et enfin une visée polémique qui renverrait à travers ce portrait, tel un miroir déformant, les pires défauts que nous ne souhaitons pas voir tant ils peuvent potentiellement nous gêner et nous faire honte. C'est profond ça. Quels sont-ils ces défauts? Eh bien, celui de préférer se cacher derrière des artifices pour ne pas se montrer tel que nous sommes vraiment. Celui de sacrifier le goût d'une mode ou de codes imposés par la société à ses goûts personnels. Et celui, enfin, de sacrifier sa vie intérieure ou spirituelle au profit d'une idole et d'un dieu. Un dieu qui n'aurait plus rien à voir avec le dieu judéo-chrétien et qui serait plutôt celui d'une autre religion, la religion de l'apparence. On le voit par l'énumération de ses défauts, ce texte est très actuel et cette cour, c'est justement croqué par la bruyère, loin de n'être qu'un vieux portrait d'un autre temps, pourrait donc aussi se voir comme une allégorie renvoyant à des problèmes universels à l'intérieur desquels chaque lecteur peut se retrouver. C'est vraiment très très impressionnant. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la critique du paraître et de la superficialité, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien encore les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non mais attendez, pas de panique, hein. Ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors comme je suis sympa, je vais vous donner un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici un tableau de l'artiste belge James Ensor, intitulé L'intrigue. Si c'est bon pour vous, alors c'est bon pour moi. C'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. C'est parti. 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons donc vu que ce texte brossait le portrait d'une cour prête à tous les artifices pour coller au plus près des codes sociétaux entretenus par le roi. Ces codes, du reste, semblent avoir un effet double détente. Si les membres de cette cour se griment et se cachent de l'extérieur à travers ces déguisements pour paraître le mieux possible, ils donnent aussi le sentiment de se consumer de l'intérieur, leur goût étant déjà éteint par des eaux de vie. Autant de constats me permettant de faire le lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici un tableau de l'artiste belge James Ensor, intitulé L'intrigue. Un tableau riche d'enseignements montrant, comme dans le portrait que dresse la bruyère, des personnages portant des masques,
Alors que les masques sont censés cacher les véritables visages de ceux qui les portent, chez Ensor et quelque part chez la Bruyère, ils ont l'effet contraire. Ils semblent mettre en évidence la méchanceté foncière ou du moins les bizarreries morbides de ceux-ci. On peut alors se demander si les masques qu'affichent les personnages de ce tableau et de ce texte sont une protection pour se parer des attaques et des regards, ou bien une arme destructrice dénaturant les traits et les beautés originelles de chaque être humain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.